Monsieur Le Goff. Mais voici venue l'heure de la chronique Azerty Querty de Jean-Baptiste Souffron. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Martin. Et oui Martin, le compte à rebours est enclenché, c'est celui des primaires du PS où nous serons présents demain à leur université d'été à La Rochelle. Et c'est pourquoi j'ai tenu aujourd'hui à consacrer cette chronique à la data politique de ce qui s'annonce peut-être comme une ère post-think tank. Peut-être parlera-t-on bientôt d'un jour de data tank si vous voulez. Cette idée fait suite à une réflexion du toujours intéressant Nicolas Collin sur Facebook qui me faisait remarquer hier la sortie à venir d'un ouvrage américain de Sacha Issenberg intitulé The Victory Lab, le laboratoire de la victoire, lequel a eu la bonne idée d'en mettre en ligne un passage consacré à la stratégie de campagne innovante du très médiatique candidat républicain Rick Perry. Car comme vous le savez, ce ne sont pas moins de 2 campagnes présidentielles qui auront lieu en 2012 et il ne fait aucun doute que toutes les équipes de campagne françaises ne manqueront pas de s'inspirer de leurs homologues américaines. Essayons donc d'être éclairants. Mais est-ce vraiment possible ou comme en matière d'innovation, existe-t-il un gap qu'il nous sera difficile de franchir? Est-il envisageable en France d'appliquer des méthodes de campagne postmodernes alors que nous en sommes encore à rattraper le concept des think tanks des années 70? Alors en 2012, Jean-Baptiste, il y aura aussi une campagne présidentielle en Russie. Alors est-ce qu'il y a encore Il y en aura la 3 la mode russe avec des iPads parce qu'il y a aussi un gap du côté de Moscou. Alors en fait, je vais même aller plus loin que ça. Chronologiquement, si vous voulez, Rick Perry avait commencé à utiliser des campagnes assistées par ordinateur, comme on disait à l'époque, en 1988. Son équipe avait alors tenu à jour une base de données, non pas de ses soutiens, mais des soutiens de ses adversaires, ce qui lui avait permis alors de contacter directement celui d'entre eux qui avait fait défaut et de réussir à retourner ses partisans beaucoup plus rapidement que tout le monde. Imaginez par exemple que les équipes de Ségolène Royal aient eu en main les listes de soutien de François Bayrou et qu'ils aient pu les contacter sans attendre la décision de leur leader. Je vois que vous faites de grands yeux. C'est très légal ça. Écoutez, ce n'est pas la question. En tout cas, mais bien au-delà, on assiste maintenant à la géolocalisation des invitations de meeting afin de savoir quelle est la distance optimum à laquelle les militants vont se déplacer ou pas, permettant ainsi d'organiser le meilleur nombre de meetings et de mieux gérer leur répartition géographique autrement qu'en fonction des querelles de clochers qui peuvent être internes au parti. Et on arrive ainsi à maximiser le temps disponible du candidat. De même, on voit désormais se mettre en place des testings dits AB dans le monde de la publicité et des annonces randomisées, c'est-à-dire qu'on envoie les mêmes versions, plusieurs versions d'un même texte à des groupes de personnes choisies totalement au hasard afin de mesurer leur réaction. Ceux qui réagissent plus facilement à telle version du texte permettent de savoir que c'est ce texte-là qu'il va falloir sélectionner pour le mailing final. Mais le développement de ces méthodes rencontre une opposition forte des cadres politiques en place qui voient leur autorité remise en cause. Comment un peu de méthode scientifique pourrait-elle se révéler plus importante que le charisme fascinant et l'intuition politique? Vous riez, vous me perturbez en riant. Et l'intuition politique de nos chers candidats. Et dans notre époque cynique, où chaque citoyen peut être blogueur et où chaque blogueur peut être analyste politique, est-ce que finalement les campagnes servent vraiment à quelque chose? Par exemple, est-ce que la présence physique d'un candidat sur place a réellement un impact? Et quel type de message faut-il envoyer? Faut-il envoyer une lettre de candidat? Faut-il envoyer un simple rappel des horaires de vote aux gens? Ou peut-être même seulement un questionnaire demandant aux gens à quelle heure ils prévoient d'aller voter? Eh bien, figurez-vous que c'est la troisième solution qui est la meilleure et qu'on enregistre alors plus 10% de votants. Et puis, en fait, et contrairement au sondage, ces méthodes permettent surtout aux hommes politiques et à leurs équipes de ne pas seulement comprendre combien de gens vont voter, non pas combien, mais surtout pourquoi ils vont voter. Ce n'est pas un hasard si ce sont les mêmes chercheurs qui essaient aujourd'hui de comprendre comment les gens choisissent leurs films en ligne sur Netflix, par exemple, le fameux outil en ligne de téléchargement de films. Alors, plus qu'une question de technologie, c'est une question d'état d'esprit. Pour reprendre Rifkin, qui est aujourd'hui à la mode, c'est le passage d'une civilisation de la mythologie, idéologie, théologie, à la prise en compte de la psychologie des gens et d'une nécessaire empathie avec eux. Mais cette évolution, cela fait déjà plusieurs années que les équipes américaines l'ont mise en place. Alors que je faisais des recherches, je suis ainsi tombé sur un ancien article du toujours très intéressant blog de Maurice Ronet, Travaux publics, où celui-ci présentait plusieurs vidéos des directeurs de campagne de John McCain et Obama expliquant point par point la tactique et la stratégie de leurs candidats avec force diagramme et PowerPoint pour essayer d'être pédagogiques avec leurs équipes et leurs militants.
Comme ils le disent eux-mêmes, les sommes dépensées sur chaque cycle électoral sont considérables, véhiculent des enjeux énormes pour l'ensemble de la société et mobilisent des équipes très importantes. Dans ces conditions, on ne pardonnerait aujourd'hui à aucune entreprise de prendre des décisions aussi pifométriques et d'être aussi peu accountable, c'est-à-dire responsable, et de conserver des méthodes aussi opaques. Mais bien sûr, rien ne remplacera jamais le charisme de nos candidats. Merci Jean-Baptiste. Quel charisme, un charisme que vous pourrez apprécier demain en direct de La Rochelle où Jean-Baptiste Souffron